Blasi, merci d'être parmi nous. Vous êtes agrégé d'histoire, enseignant en histoire-géographie en collège et en lycée. Vous êtes également maire de ces villes qui ne sont pas simples, maire de Gonesse, dans le Val d'Oise. Vous êtes député de la 9e circonscription du Val d'Oise. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais parmi vos ouvrages, vous avez commis un ouvrage sur les croyances et arts religieux en Pays de France du XVIe siècle. Donc je ne fais pas de lien ni de passerelle avec les problématiques de la laïcité. En tout cas, merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'apporter aussi votre éclairage. Plus que François a donné le sien en allant volontairement à contre-courant d'un certain nombre de principes que défendent ici certains d'entre nous. Vous avez bien évidemment, de la même façon, la totale liberté de vous exprimer. Et notre sujet d'aujourd'hui, en gros, c'est « Mais que fait la gauche pour défendre la laïcité ?» pour le dire de façon un petit peu plus crue. Oui, merci. Oui, je suis élu d'une commune tout à fait voisine de celle de François. D'ailleurs, nous sommes dans la même intercommunalité. C'est dire que nous sommes proches, alors, avec peut-être des points de vue sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui peuvent être différents. Moi, effectivement, je voudrais commencer par dire qu'il y a aussi un paradoxe, j'y reviendrai pas beaucoup, mais je dirais que j'appellerais le paradoxe du 11 janvier, avec ce sursaut national que nous avons observé, auquel nous avons les uns et les autres participé, et puis avec un discours très fort du Premier ministre à l'Assemblée nationale qui a suivi, avec ce mot très juste du président de la République qui a dit « la laïcité n'est pas négociable ». Et puis 2 mois après, aujourd'hui, une discussion à gauche. Et puis on ne sera pas surpris, évidemment, aussi d'observer la poursuite de la course effrénée et perdue de la droite derrière le Front National. Je vais essayer de vous l'avez compris. Et en même temps, je relève un peu l'eau tiède qui coule du côté de l'Observatoire de la laïcité. Alors, et j'observe une récente concours qui fait que la du Parti Socialiste public, une position là du gouvernement qui se nuance par rapport aux déclarations de principe entendues il y a presque 2 mois, et puis alors dans l'actualité des questions qui ressurgissent, le voile à l'université, la déclaration de la secrétaire d'État Pascale Concard à la veille de la journée des femmes, moi je comprends bien, mais la réplique violente, dans un page rebond de Libération signé par Jean Bobéro et autres. En même temps, sur ce sujet, la proposition de loi, ça rejoint ce que j'ai dit, sur la droite, qui court des réformes nationales, avec Ciotti et de l'UMP, sur la question du voile à l'université, mais c'est un sujet qui a été posé. Et en même temps, aussi la proposition de loi du Sénat, qui a été votée au Sénat, et présentée par des radicaux de gauche cette semaine, jeudi, mais reportée, qui concerne évidemment la question de la petite enfance, suite à l'affaire Babilou, que nous connaissons tous. Et dans cette proposition de loi, il y a un article 2 qui vient de déclencher la réaction du scoutisme, de l'alliance confondue, s'agissant de l'accueil, puisque cet article 2 parle de l'accueil des mineurs et de la neutralité religieuse nécessaire lorsqu'il y a une aide financière. Et chacun sait évidemment que les mouvements scouts sont financés. Alors, en fait, tout ça, est-ce bien nouveau, cette confusion? Et puis, à
la laïcité. En fait, donc, ce n'est pas nouveau, je dirais même que depuis plus de 20 ans, cela dure. Personnellement, il y a plus de 10 ans, j'avais participé, je crois que Gérard en faisait partie aussi, la mission de Bruy, je ne sais pas si tu en faisais partie, sur les signes religieux à l'école, hein, il me semble bien. Et donc, André Gérin, comme moi-même, on a vécu les choses de l'intérieur. Et à ce moment-là, il y avait déjà un président de la République, c'était en 2003, ça s'appelait Jacques Chirac, qui à Valenciennes avait déclaré « la laïcité n'est pas négociable ». Comme François Hollande, il y a 2 mois. Et je crois que nous sommes aujourd'hui encore plus qu'hier dans une situation que le sociologue Laurent Bouvet a qualifiée d'insécurité culturelle. Il y a un petit ouvrage, vraiment, je vous recommande de lire, qui vient de publier. C'est un thème qui développe depuis déjà un certain temps, qui s'appelle justement l'insécurité culturelle, comment sortir du malaise identitaire français. Et je crois que, bien évidemment, c'est une des causes, cette situation d'insécurité culturelle, de la radicalisation d'une grande partie de l'opinion publique, de nos concitoyens qui profitent essentiellement aujourd'hui au Front National. Alors, on sait, moi je suis convaincu que le multiculturalisme est un échec, d'abord dans les pays anglo-saxons, mais aujourd'hui certains ici tentent de le promouvoir, et que ce n'est pas une politique à suivre. Qu'une partie de la gauche se trompe en considérant que la reconnaissance identitaire des identités, des diversités, comme on dit dans notre société, est une nouvelle lutte sociale pour l'égalité. C'est un piège, au contraire, qui isole les individus, qui les enferme, qui ne permet pas l'émancipation et qui renforce, on le voit bien, le recul identitaire des uns et le radicalisme des autres. Là, il y a un péril mortel pour la République. Et en même temps, force est de constater que notre modèle français d'intégration, notre modèle républicain, qui a été assimilateur en son temps, est en panne pour le moins. C'est vrai que le peuple, ça on pourrait beaucoup en parler, pourquoi est-il devenu aujourd'hui une somme de communautés, un peuple, nous avons là de lourdes responsabilités, et donc ce modèle républicain, malgré tout, je pense que malgré ses ratés, il fonctionne, car on finit par oublier quand même ce qui va encore bien, et si on lit attentivement l'enquête que sous l'égide de l'Institut Montaigne, Gilles Kepel a fait il y a peu de temps à Clichy-Montfermeil, et dans l'ouvrage qui est sorti dans le lieu de la République, on voit bien que malgré tout, il y a de grandes difficultés, mais que là où, dans nos communes, il y a des maires qui se battent, et c'était le cas de Claude Tillin, nous avons évidemment vu un hommage républicain avec le président de la République la semaine dernière, à son décès. Là où il y a des politiques d'éducation, là où il y a des politiques d'emploi, et là où je dirais qu'au niveau national, partout où nous développions ces politiques d'éducation et d'emploi, eh bien là, à ce moment-là, on verra qu'il y a de l'espoir. Alors, la question, c'est, en attendant aussi, et en même temps qu'on doit faire ça, c'est comment on doit agir contre les fondamentalismes religieux, ces religions, les religions meurtrières dont parle Elie Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, il y a déjà quelques temps, et qui a publié en 2006 un petit livre très intéressant, intitulé « Les religions meurtrières ». Il conclut justement ce livre avec la laïcité, en nous faisant l'injonction suivante. Il dit que sans la laïcité, il n'y a pas de démocratie possible, qu'il faut la défendre bec et ongle, je cite, sans nuance ni faiblesse. Eh bien, est-ce que, donc,
sur cette question, évidemment, comment faire? Nous sommes, je pense, de nouveau à croiser des chemins. Il faut choisir, il faut être clair, et il faut être cohérent. Alors, bien évidemment, est-ce que la question qui nous est posée, quand on se pose la question des signes religieux, à l'école bien évidemment, à l'université, mais aussi dans l'espace public, est-ce que, parce que nous pensons que nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas favoriser, par exemple, le port du voile, et même certains souhaiteraient donc l'interdire, est-ce que c'est une manifestation pour autant d'islamophobie, cette accusation de racisme? Oui, évidemment, c'est le cas si ça vient du FN. Mais si ça vient de Pascal Boitard qui dit « je ne souhaite pas le port du voile à l'université », ce n'est pas du racisme. Car nous savons que le voile en Arabie Saoudite, en Iran, et maintenant en Europe et en France, c'est une référence exclusive au courant fondamentaliste de l'islam. Car le foulard n'est pas une obligation canonique, mais une manifestation identitaire et de séparation des hommes et des femmes, et d'autres choses. Alors, le Premier ministre a dit, dans son discours très fort à l'Assemblée, le 13 janvier dernier, on a laissé passer, je le cite, on a laissé passer trop de choses sur la laïcité. Donc, comment clarifier? Moi, je pense qu'il faut reprendre la proposition de François Hollande qu'il a faite dans son discours du Bourget. Et je vais le citer parce que nous avons tous applaudi. Présider la République, c'est être viscéralement attaché à la laïcité, car c'est une valeur qui libère et qui protège. C'est pourquoi j'inscrirai la loi de 1905, celle qui sépare les églises de l'État, dans la Constitution. Bien, c'est la proposition. Ensuite, il faut qu'on mette en place un véritable observatoire de musique. Il faut le muscler, il faut le muscler. Mais je pense qu'il faut ensuite, l'école, bien évidemment. Alors, je crois que là, il y a des mesures qui sont annoncées. Il faut les mettre en œuvre rapidement dans la suite de ce que voulait faire Vincent Payon. Il faut qu'on clarifie sur la question des sorties scolaires. Alors, je crois que le débat, il faut qu'on ait un débat entre nous à avoir. Comment clarifier? Moi, je pense que, alors je ne veux pas défendre Châtel particulièrement, mais enfin, peut-être que sa circulaire n'était pas suffisamment claire, mais enfin, je crois que la sortie scolaire, c'est quand même l'école hors les murs, c'est l'école. Alors, est-ce qu'il faut qu'on complète notre législation? Forcément, cette législation est interprétée comme étant une législation d'interdit. Prononce ces interdits, c'est un vrai sujet. Je pense que moi j'ai été pour évidemment la loi sur les signes religieux à l'école. J'ai dit en même temps qu'elle était nécessaire mais qu'elle n'était pas suffisante. Donc nous avons fait la loi, elle n'a pas provoqué d'ailleurs tout ce que l'on prédisait, parce que dans la mission, André Gérin s'en rappelle quand même, nous avions tous les religieux, sauf la religion juive, mais tous les religions, les catholiques, les musulmans. Nous avions la Ligue des droits de l'homme, toutes les organisations donc, de droits de l'homme. Nous avions les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves de la SCPE, tous contre la loi. Alors, non mais... Sauf, oui, c'est vrai, d'ailleurs, nous avons eu aussi une table ronde avec des proviseurs, etc., qui, par contre, j'allais dire, nous ont supplié de légiférer. Nous ont supplié de légiférer. Donc et en même temps, vous avez annoncé, je crois que
finalement ça s'est pas produit. Donc je mets en même temps la loi qui interdit n'est pas suffisant pour faire vivre la laïcité. Et donc peut-être pour encore compléter la législation, la petite enfance, bien évidemment, l'université, mais en même temps il faut que ça s'accompagne d'une vigoureuse politique sociale qui favorise l'insertion professionnelle, l'emploi des jeunes, l'éducation, qui garantissent la promesse républicaine qui est en panne. C'est clair. Il faut également, avec la création d'un service civique national qui serait obligatoire, avec des modalités à définir, obligatoire une part d'obligation, je propose aussi à des nouveaux PIDAR. Nous y réfléchissons ici à l'Assemblée, au sein du groupe socialiste. Il faut, et dans le prolongement de ce qu'il a dit, et je pense que vous avez lu ou liré son petit livre des nouveaux PIDAR, le plaidoyer pour la fraternité, il y a des propositions intéressantes. Il faut que nous ayons une pédagogie concrète de la laïcité. Et puis alors évidemment, il y a la question de l'islam de France. Là-dessus, je me pose beaucoup de questions sans avoir toutes les réponses, car mais le gouvernement non plus, les déclarations récentes du Premier ministre à Strasbourg, en même temps, ne nous apportent pas de réponse claire pour l'instant, et c'est vrai qu'elle inquiète certains, parce que la loi de 1905, c'est la séparation. L'État ne reconnaît aucun culte. Et pour la séparation, alors comment dire aujourd'hui il faut qu'il y ait un islam de France qui soit financé en dehors des États du Proche-Orient, l'Arabie Saoudite, du Qatar et autres, comment former les imams, comment qu'ils ne soient pas dépendants de ces mêmes États, des fondamentalistes, comment réformer le CFCM, etc. Autant de questions qui sont compliquées, il faut la... Je crois qu'il y a là des pistes, me semble-t-il, sur lesquelles nous devons travailler et pour lesquelles il est important, bien évidemment, face aux menaces, face aux périls, de pouvoir ensemble, et d'abord, je pense évidemment à la gauche, de clarifier, d'être cohérent et d'être volontaire dans l'intérêt de la République et dans l'intérêt du vivre ensemble, retrouver ce qui nous est commun, évidemment, et non pas cultiver des identités qu'elles aussi, quand elles sont trop identitaires, finissent par être meurtrières.